Le plus beau but, enfin un des plus beaux, celui réussi par Gingini en coupe contre Cannes. C'est la joie sur la Canebière. L'OM remonte en première division. Et oui, Marseille remonte en première division. Marseille est un des clubs les plus prestigieux avec Saint-Étienne du football français. Téléfoot y était, bien sûr, grâce à Jean-Claude Juan et FR3 Marseille. Vous verrez donc un petit magazine sur Marseille et aussi un résumé de la rencontre qui opposait Marseille à Thonon. Et je vous présente Pénaud. Pénaud, c'est la mascotte d'Euro 84, les championnats d'Europe, bien sûr, de football qui ont lieu en France, comme vous le savez. Et vous voyez autour, comme décor, les affiches, enfin certaines des affiches, je le voici en gros plan, Pénaud, certaines des affiches de ces championnats d'Europe. À notre programme, à part bien sûr l'Olympique de Marseille, 4 rencontres de Division 1, Bordeaux-Paris Saint-Germain, Strasbourg-Monaco, Nantes-Brest, Nancy-Auxerre. Les Coupes d'Europe sont aussi à notre programme, la Coupe de France de football, les matchs retour qui ont eu lieu cette semaine. Et nous vous parlons aussi du championnat d'Italie avec un avant-sujet sur le choc de cet après-midi qui opposera l'AS Roma, tenant du titre, à la Juventus de Turin, vous savez, le club de Platini. La Juventus a 3 points d'avance tout de même sur l'AS Roma. Et nous commençons par Bordeaux-Paris Saint-Germain avec Bernard Renault. Bordeaux, une équipe qui n'a pas renoncé au titre de champion, et Paris Saint-Germain qui espère toujours être européen. Effectivement, c'est un petit peu le match des extrêmes, deux équipes qui ont effectivement des envies diverses. À Bordeaux, on notait 2 absences, celle de Lacombe et de Tussaud. En revanche, côté parisien, on notait les rentrées de Couriol et de Zaramba, donc un milieu un peu plus musclé de la part des Parisiens. C'est ce que Péroche avait décidé. C'était la foule des grands jours hier au stade Vélodrome, exactement 29 322 spectateurs, un chiffre pas très éloigné de celui réalisé lors de la venue de Monaco en début de saison, donc un engouement extraordinaire. Une rencontre que les Bordelais attaquent à 100 à l'heure, 2-3 occasions dès les premières minutes, la plus nette à la 5e, et vous voyez Zaramba écarte le danger, Memmering va reprendre, mais Baratelli stoppe facilement. Les Bordelais dominent de la tête et des épaules en ce début de match, mais il faut attendre la 19e minute pour voir enfin Bordeaux concrétiser sa domination. Au départ, Battiston, Tigana qui va effectuer un 1-2 avec Muller. Et regardez, Muller en déséquilibre, frappe le ballon, et le ballon, on ne sait pas comment, réussit à tromper Baratelli. Regardez, c'est assez bizarre. En tout cas, les Bordeaux mènent 1-0. 23e minute, nouvelle occasion bordelaise sur ce coup franc tiré par Giresse, en plein sur la transversale. 31e minute, toujours 1-0, et puis contre le cours du jeu, suivez cette action, c'est la première attaque des Parisiens. Au départ, Tanasi, Couriol, qui a vu Suzik qui file sur la gauche, et regardez, ça se passe de commentaires. Alors, je vous signale quand même que Suzik a évité le tacle de Battiston, on va le revoir au ralenti, et puis il a filé sur la gauche, regardez, il évite le tacle Battiston, c'est du grand art. Et dans un trou de souris, il va tromper Delachey. On revoit ce but une 3e fois pour le plaisir. Bordeaux ne baisse pas les bras et 7 minutes plus tard, vous allez voir Memmering de rater de peu l'occasion d'inscrire un 2e but. La caméra va être surprise elle aussi. Aussitôt après, Baratelli s'emploie de nouveau sur une nouvelle action bordelaise. Il y en a eu des dizaines et des dizaines hier soir. Regardez, c'est très joli. Mi-temps, donc un partout, un score qui ne reflète pas du tout la physionomie du match, comme on dit dans les commentaires sportifs. Les Parisiens s'en sortent bien. On va se retrouver à la 50e minute et ça chauffe pour le PSG. Tigana, un contre favorable qui lance Giresse et Baratelli doit sortir au devant de Giresse. 5 minutes plus tard, Bordeaux remet ça. Domenech va filer sur la droite, il va centrer. La défense parisienne repousse. Et Rohr expédie un véritable boulet de canon de 35 mètres. Au-dessus de la barre transversale. 63e minute, Paris se réveille. Ngom file sur la gauche, mais Delachey intervient en 2 temps. 2 minutes plus tard, nouvelle action parisienne. Suzik au départ. Suzik qui lance Ngom, mais Ngom ne tire pas, il passe à Lemout et regardez au-dessus de la barre. Donc une belle occasion de rater, une occasion que Bordeaux, lui, ne va pas rater quelques instants plus tard. Rohr
Or qui passe à Girard et regardez un tir terrible de Girard. Baratelli repousse, mais Müller a suivi et glisse le ballon au fond des filets. 2-1. Ça va nettement mieux pour Bordeaux. On revoit le but au ralenti. Après ce but, les Parisiens vont s'enhardir. Regardez, Fernandez s'enfonce dans la défense. Visiblement, il recherche le coup franc. Il l'obtient d'ailleurs. Les Bordelais ne sont pas d'accord. Et peu importe, ce coup franc va être tiré. Il est en bonne position. C'est Suzic. Et regardez, dans un trou de série, il glisse à Fernandez. Fernandez marque. On signale le but comme étant hors-jeu. Bon, un hors-jeu peut-être discutable, mais à première vue, les Parisiens n'ont pas tellement discuté, ce qui voudrait dire que monsieur l'arbitre avait raison. 83e, grand frisson pour Baratelli sur ce corner de Memering et une tête de Girard. Et puis, coup du sort, à quelques 2 minutes de la fin de la rencontre, regardez, Giresse s'arrête en pleine course, fauché par un claquage à la cuisse droite. Coup dur donc pour Aimé Jacquet, qui n'avait pas besoin de cela. Amère victoire, mais victoire quand même. Vous pensez que votre équipe est encore en course pour le titre? Jusqu'au bout, je pense que nous allons faire l'essentiel pour essayer de renouer avec, je dirais, cette première place qui avait été la nôtre depuis pas mal de temps. Mais je dois dire qu'il faudra beaucoup de patience, beaucoup de confiance et beaucoup de sérénité. On vous trouve un petit peu désabusé, là, vous y croyez encore? Non, je ne suis pas désabusé. Ce qui m'ennuie, c'est que ce soir, j'ai encore perdu un joueur. Et je déteste un petit peu perdre des joueurs, surtout dans le sprint final et surtout de la valeur d'Alain Giresse. On a noté une baisse de tension, un petit peu de l'intensité du match en deuxième période. C'était dû d'après vous à une baisse de vos joueurs ou simplement au Paris Saint-Germain qui jouait un peu plus vite? Je pense que indiscutablement, Paris Saint-Germain en deuxième mi-temps a été beaucoup plus présent. Et je dois dire que Bordeaux a eu des difficultés, mais nous avons été quand même toujours dangereux et grâce, je dirais, à la volonté et à la percussion que nous avons manifestée, nous avons remporté une juste victoire. Vous pensez que vous êtes en progrès par rapport au match précédent? Indiscutablement, je crois que notre équipe sur le plan physique, sur le plan de la hargne a démonté tous ses progrès aujourd'hui par rapport à Nancy et maintenant il nous reste encore 8 jours pour encore mieux préparer le match de Strasbourg et je crois que là, si nous passons ce cap, eh bien nous pouvons aller jusqu'au bout et viser la 4e place. Oui, je crois qu'il faut ajouter que... Oui, des nouvelles des internationaux. Absolument, je crois que Michel Hidalgo va avoir des problèmes pour former son équipe parce que je crois que Tigana est forfait, Lacombe, sa cheville est comme ça, Giresse bien entendu est forfait pour au moins 1 mois et peut-être plus. Et pour ce match France-RFA qui aura lieu à Strasbourg, je pense qu'il a du souci à se faire. Oui, à Strasbourg, donc mercredi soir, au stade de la Méno rénové. France-RFA, cela nous rappelle des souvenirs, bien sûr, une certaine demi-finale. Monaco, lui, le leader, se déplaçait précisément à Strasbourg, au stade de la Méno. Alors, une tâche difficile pour les Monégasques, puisque les Alsaciens n'avaient pas encaissé un but depuis 509 minutes. C'est vrai, 509. 509, oui, c'est ce que j'ai dit. Hein. Oui, 509, j'ai entendu. 509, d'accord. 509. Oui, 509. Et puis Strasbourg, on le sait, est le spécialiste des matchs nuls. Et un match nul maintenant pour Monaco, cela serait considéré comme une mauvaise performance. Il y a quelques mois, match nul à Strasbourg, c'était bien. Maintenant, cela n'est plus suffisant car Monaco n'a plus le droit à l'erreur. Vous savez que cette équipe possède, c'est vrai, 1 point d'avance sur Bordeaux, mais vous savez également que Bordeaux a un goal average supérieur. Alors attention, on commence avec un coup franc de Bruno Bellone après 2 minutes de jeu. Bedropsy ne s'inclinera pas donc après 511 minutes de jeu. C'est Strasbourg qui réalise une assez belle première mi-temps avec toujours le remuant Nielsen qui a réalisé une belle percée là. Tête de Ouattara, rouillé mais Ettori anticipe bien. Un match assez équilibré mais tout de même Strasbourg est beaucoup plus dangereux dans l'ensemble dans cette première mi-temps. Mais à l'approche des 18 mètres, eh bien, il ne se passe pas grand chose. Encore que sur cette action, regardez bien. Nielsen, la contre-attaque, Rouillé qui est très rapide, il prend de vitesse, Puel, puis Simon, et Rouillé se laisse tomber dans la surface de réparation, mais l'arbitre n'est pas dupe, il ne siffle pas le pénalty qu'espéraient les Strasbourgeois, et il a bien raison, comme le ralenti va vous le prouver, Rouillé était un peu en bout de course. Il faut dire qu'il est légèrement déséquilibré par Simon Dubras, avec beaucoup de métiers, et là il voit qu'il est déporté, Rouillé, alors avec beaucoup de métiers également, il joue le grand jeu. Ça marche des fois, ça marche. Pas toujours. En revanche, toujours Strasbourg en bonne position. Forel pour Knapp. Maintenant, c'est Climo qui joue milieu de terrain et qui donne un peu trop fort pour Ouattara. Mais vous voyez, les Monégasques ne sont pas vraiment inquiétés. C'est sur ce score de 0-0 que les deux équipes se quittent. C'est la fin de cette première mi-temps. Deuxième période maintenant avec une accélération de Bijota, Puel. Bravo.
pour Delamontagne qui tente sa chance du pied gauche, sans succès également. Heureusement que Dropsy a bloqué ce ballon car Krause avait bien suivi. D'un autre côté, le stopper Vogel protégeait bien son gardien également. Delamontagne, une mésentente là entre Delamontagne et Bravo, la Cuesta qui a été très bon en première mi-temps, peut récupérer tranquillement le ballon. Toujours la Cuesta et la Bravo qui attend et qui anticipe très bien. Il est parti au bon moment. Accélération de Daniel Bravo. Nous sommes à la 51e minute et de l'extérieur du pied gauche, eh bien, Bruno Bellone ouvre la marque. Donc après 560 minutes, eh bien, Dominique Dropsy s'incline au ralenti. Vous voyez que c'est Génère, l'arrière gauche, qui donne, ballon contreusement, ce ballon à Bellone, qui devance Knapp. Extérieur pied gauche, c'est du beau travail. Ça ne va pas bien vite, mais le ballon a beaucoup d'effet. Dropsy, il lui manque quelques petits centimètres. 1-0 donc pour Monaco. C'était pratiquement la première action dangereuse de Monaco dans cette partie. Ce que l'on appelle le réalisme. Toujours Nielsen, on ne sait pas vraiment comment l'arrêter. Ici, il a réussi à tirer. Le tir, vous l'avez constaté, était mal cadré. Maintenant, c'est Primo. Et la meilleure occasion de Strasbourg dans cette partie. Centre. Dropsy qui relâche. Rouillé, on croit au but. Eh bien non, Simon sauve sur la ligne, comme il l'avait fait du reste dans le match retour contre Cannes. Nous y reviendrons tout à l'heure. Regardez. Ettori est chargé à la régulière par Rouillé. Il pivote très bien, Olivier Rouillé, et Simon, qui avait flairé le coup, était revenu sur sa ligne. On voit mal maintenant comment Strasbourg pourrait revenir à la hauteur de Monaco. Toujours beaucoup de rigueur, très bien organisé en défense et qui se permet quelques attaques, comme avec son défenseur Manuel Amoros, qui a été encore excellent hier soir. Corner. Dangereux, là Ettori est piégé, il est lobé, mais il y avait beaucoup de monde sur la ligne de but. De toute manière, ce ballon est passé à côté. Regardez comme Bravo anticipe très bien, et là c'est Vogel qui le fauche volontairement. Le ballon était bien loin et il reçoit fort justement un carton jaune. En plus, il n'était pas content. Vogel, c'est quand même le pompon, mais enfin il n'a pas trop insisté. Et puis dernière occasion pour Strasbourg avec ce coup franc de Nielsen et cette belle tête de la Cuesta. C'est terminé, donc Monaco a réussi à l'emporter à Strasbourg, 1-0. Donc un très bon résultat pour les Monégasques qui conservent leur petit point d'avance sur Bordeaux et les 2 points sur Océan. Bien. Nantes-Brest, Pierre Toré, le derby breton, il faisait beau en Bretagne, hein, j'en reviens, croyez-moi, il fait très beau là-bas. C'est vrai, c'était le derby breton et c'était surtout le match entre la meilleure défense du championnat et l'attaque la plus faible. C'est-à-dire qu'a priori, il ne semblait pas y avoir photo pour l'issue de ce match, et effectivement il n'y eut pas, si vous le permettez, même pas prise de vue, sinon celle toujours excellente comme à l'ordinaire de notre ami Jean-Jacques Michal. Allez, donc Nantes qui très rapidement va être en action sur le tandem Amis-Adoncor, très en vue tout au long de cette rencontre. Une première action qui ne va rien donner, mais l'attente ne tardera pas à être récompensée. Voilà, cela passe pour cette fois pour le gardien de Brest, mais ce n'est malheureusement pour lui que partie remise. 6e minute, ça part par Bucher sur le côté droit qui a été préféré à Picot en dernier ressort pour tenir le poste d'avant-centre. Une bonne remise de Amis, vous avez vu, qui a trouvé l'ouverture, et Ayache complètement démarqué sur la gauche. 1-0, on joue seulement depuis donc 6 minutes. Brest réagit par ce coup franc qui fait passer quelques frissons dans le dos de Bertrand Demann. On change de camp rapidement pour un dégagement de Charlery, une mauvaise passe de Henry qui passe sur Baron-Kelly, un redoublement avec Bucher, vous allez voir, et ce sera le 2e but par Baron-Kelly. 33e minute de la partie, ce sera le score pour cette première mi-temps. Brest aura quelques bonnes réactions, cependant, en voici une conduite par Rico, puis Musseline, le capitaine brestois, Henry, et un bon tir de Pardo. Nantes maintient la pression, toujours par Adoncor qui lance très bien ses attaquants, Robert, Maurice, et puis un très bon tir là encore de Bruno Baron-Kelly qui passe tout à fait au ras du poteau. 2-0 donc, je vous l'ai dit, c'est le score à la mi-temps. Et nous voici maintenant à la 54e minute, toujours le petit Loïc Amis très actif sur son aile qui va centré, la balle va être renvoyée par un défenseur mais qui malheureusement tarde à s'en débarrasser. Récupération par Nantes
Et c'est un tir de Robert au ras du poteau, 3-0, 54e minute. Bien sûr, l'issue de la partie ne fait plus de doute depuis longtemps, tant la supériorité de Nantes est manifeste, mais on apprécie la qualité du jeu des Nantais. Un changement d'aile de Maurice, un centre de Bidard, reprise de Robert, c'est une action que nous voyons pour le plaisir, elle n'amène pas de but, mais elle a été fort bien amenée au grand dépit malheureusement de Robert qui n'a pas pu la concrétiser, mais il va trouver sa récompense quelques minutes plus tard sur une action amorcée par William Ayache sur la gauche, relayée par Bossis. Nous trouverons encore au relais Adoncor. Un centre de Bidard tout à fait sur la droite et reprise de Bucher au deuxième poteau, 4-0, c'est le score final. Un score qui reflète parfaitement l'efficacité actuelle de cette équipe de Nantes, qui est sans doute une des équipes les plus plaisantes à voir jouer actuellement dans le championnat français. Merci Pierre Thoré. Frédéric Jaillant, Nancy-Auxerre. Auxerre, l'outsider du championnat, qui est toujours dans la course au titre, se déplacer en Lorraine avec un moral d'acier. Un moral d'acier, d'accord. C'est bien le moment de parler d'acier à propos de la Lorraine. Alors en tout cas, c'est vrai que Auxerre jouait à Nancy, là vous avez raison de le dire. Et les Auxerrois avaient effectivement le moral, puisque vous savez qu'ils jouent le titre, alors que Nancy par contre veut toujours éviter une place de barragiste. Et puis quand même pour ce match, il faut signaler que c'était l'un des derniers sous le maillot nancéen pour le capitaine de Nancy, c'est-à-dire pour Philippe Janol, puisqu'il ne fait pratiquement plus aucun doute maintenant que Janol jouera la saison prochaine au Paris Saint-Germain. Et puis c'était aussi l'un des derniers matchs pour Hervé Collot. Hervé Collot, c'est entraîneur de l'AS Nancy-Lorraine. Hervé Collot qui a décidé de mettre un terme à sa carrière d'entraîneur et il nous explique pourquoi. Je me sens mal dans ma peau et particulièrement au cours de l'année que je vis, car c'est une vie stressante. Je ne soupçonnais pas à quel niveau elle pouvait être ainsi. Il y avait trop de pression finalement. Oui, je les supporte mal, je suis mal à l'aise et je veux vivre comme j'ai possibilité de vivre différemment. Je cesse mon activité au niveau de l'équipe professionnelle. La saison prochaine, c'est Arsène Wenger, l'adjoint de Jean-Marc Guillou à Cannes, qui entraînera Nancy. En attendant, il y a eu pas mal d'occasions hier soir, des occasions pour Nancy, comme celle-ci d'Umpierrez, mais bon arrêt de Joël Batz, ou bien comme sur ce coup franc qui va être précisément tiré par Philippe Janol, du pied gauche, comme d'habitude. Et Joël Batz, sur ce coup-là, ne va pas être malheureux, car finalement le ballon va sortir en corner. Des occasions pour Auxerre également. La Ferrerie s'empare du ballon, il va lancer Perdriau qui va être signalé hors-jeu, un hors-jeu dont on ne peut pas tellement juger. Notre caméraman Jean-Claude Lédin ayant préféré suivre l'arbitre, et on le comprend, Monsieur Wurtz a été hier soir très remarqué du public. 0-0 donc à la mi-temps, nous sommes maintenant en deuxième période avec une tête de Philippe et Locoli sauve sur la ligne. Umpierrez qui avait déjà tiré le corner, Umpierrez qui amuse un petit peu les Auxerrois, là qui centre, et Philippe. Cette fois, Batz est à la parade et il va pouvoir récupérer le ballon. En cette deuxième période, les Auxerrois n'auront qu'une seule occasion, mais ce sera la bonne. Une action de Perdriau, le numéro 8 ici, qui va garder le ballon un beau bout de temps, mais il a raison. Il va faire mine d'abord de le passer à son arrière droit à Noël, mais il s'engage, il déborde. Il centre et reprise de Garande pour son 20e but de la saison. Et pour marquer sur cette action-là, eh bien, il fallait vraiment y croire. Oui, vous savez, quand on est à l'extérieur, on adopte une tactique où la première chose, c'est d'abord de ne pas prendre de but, donc de défendre. Alors on n'a que très peu d'occasions de but et personnellement, sur chaque attaque, je pense que je vais marquer, alors je me livre à fond. C'était un peu le même but que j'avais marqué à Monaco et à Lens. J'ai un peu de chance, je les marque pour les matchs importants pour le club, alors disons que tout va bien. Pouvez-vous nous le raconter ? Ben oui, c'est Jean-Marc Ferry qui fait un appel de balle vers Perdriau. Ferry relance Perdriau sur l'aile, qui centre, je fais la lutte avec Fabiani et je reprends la balle de l'intérieur du pied et elle rentre. Donc 1-0 pour Auxerre et malheureusement des incidents en fin de match. Regardez, une canette de bière vole. Auparavant, elle a touché Janas, le Polonais d'Auxerre, qui devra se faire soigner. C'est bien sûr déplorable. Et ça fait même penser à un match qui a eu lieu cette semaine, mercredi soir, Manchester-Juventus. Il était arrivé la même chose à Boniek, un autre Polonais. Bien sûr, si les joueurs ne peuvent plus approcher du public, c'est ennuyeux. En tout cas, ce qu'on voudra d'abord retenir du match d'hier soir, eh bien, c'est qu'Auxerre a gagné une victoire qui lui permet de rester en course pour le titre. Résultat complet de la 35e journée. Sochaux cartonne 8-2 contre Toulon.
Pour Toulouse, 2 buts de Rousset, 1 de Domergue. Pour Metz, 1 but de Morgante. Sochaux, 5 buts d'Anziani, on en parle plus ou moins à Bordeaux pour la saison prochaine. 1 de Lada, 1 de Thomas, 1 de Robin. Bénédé et Onis pour Toulon. Et oui, Onis a réussi un pénalty. Laval, but de Ravier, Stefanini et Paillard. Rouen, but de Tlemceni. Sanchez marque pour Saint-Étienne. À Nîmes, dans le match des 2 derniers, Nigard marque pour Nîmes et Charrier pour Rennes. Le classement. À 3 journées de la fin, Monaco est en tête avec 1 point d'avance sur Bordeaux, 2 sur Auxerre. Vous voyez que le titre n'est pas joué. Nantes et Toulouse sont 4e à 7 points, mais Nantes a un match en moins. Le Paris Saint-Germain est 6e à 8 points, dans le bas du tableau. Rennes est malheureusement condamné, 21 points. Nîmes est à 3 points. Brest est barragiste pour l'instant, à 6 points. Toulon et Saint-Étienne à 7 points. Et nous passons maintenant aux Coupes d'Europe, demi-finale aller, avec un choc, non pas en Coupe des clubs champions, mais en Coupe des vainqueurs de Coupe. Manchester United contre la Juve. Très bon accent. N'est-ce pas? Oui, c'était un choc. C'est vrai que ce n'est pas la coupe la plus prestigieuse, la Coupe des Coupes, mais enfin Manchester United peut devenir champion d'Angleterre. Il n'y a que 2 points qui les séparent de Liverpool, et puis la Juventus a toutes les chances de l'être en Italie. Donc du beau monde, malheureusement, à Manchester United. Il manquait les 3 joueurs du milieu de terrain, Ray Wilkins, Arnold Muren, et puis bien entendu le capitaine Brian Robson. Nous sommes donc avant le coup d'envoi. Platini qui est sur la gauche préfère aller... Il était sur la droite en fait, il préfère aller sur la gauche. On se demande pourquoi, il n'a pas l'air vraiment bien dans le coup. Michel Platini, vous savez, qui relève de blessures, d'une grippe, mais enfin à la suite de sa première intervention que vous allez voir ici, de la tête, eh bien on peut le dire, il est dans le coup, il n'y a pas de souci à se faire. En revanche, il y a du souci à se faire pour Guidman, l'un des remplaçants, il remplaçait Robson qui se fait soigner ici, le genou, à la suite d'un choc, et oui, avec un autre joueur de Manchester United. Bon, Guidman reprend sa place, numéro 11. Attention. Non. Maintenant, il a mal en haut de la cuisse. C'est terminé. On va pouvoir faire rentrer Davis. Un coup dur, un autre coup dur pour Ron Atkinson. Enfin, c'est pas grave. Regardez. Allez, go, mon petit. Ne fais pas de complexe. Vas-y, vas-y. Mais les joueurs anglais n'ont pas fait de complexe. Ils n'en font jamais. Les joueurs italiens non plus, d'ailleurs. Très expérimentés à ce niveau. Le match n'a pas vraiment été heurté. Et regardez, même Gentile, c'est pratiquement du jamais vu, s'excuse devant Stapleton. Gentile qui n'a pas vraiment la cote en Angleterre, il ne l'a pas vraiment dans beaucoup de pays. Un tir d'Albinston et sur la contre-attaque qui va suivre, la Juventus, enfin vous allez voir. Nous sommes à la 14e minute de cette partie. Boniek, devant lui Moran, Boniek file, il attend, Rossi se place, il se remet sur son bon pied, le droit et marque. Bailey, le gardien de Manchester United, est resté dans ses starting blocks et vous allez comprendre pourquoi au ralenti. Tout simplement, il a été pris à contre-pied, ce tir allait sur sa droite, il est arrivé sur sa gauche. Pourquoi? On revoit le bon travail de Boniek. Rossi qui feinte de tirer du pied gauche, Hogg est battu et le même Hogg avec le genou gauche trompe Gary Bailey, le prend à contre-pied. La même mésaventure était arrivée à l'arrière central, le numéro 6 de Manchester United, lors du tour précédent au Nou Camp à Barcelone. Il avait également marqué contre son camp, donc ça se présente plutôt mal pour Manchester qui ne va pas baisser les bras. On connaît les Anglais. Duxbury pour Whiteside qui talonne sur lui-même et qui du bout du pied tire juste à côté. Il était contré sur cette action par notre Michel Platini, national, qui a joué le plus souvent en défense. Et on l'a souvent critiqué, Michel Platini qui donne ici d'ailleurs un très bon ballon à Rossi qui enchaîne avec Cabrini. Cabrini bien dans le trou pour Rossi, mais Bailey anticipe fort bien lui aussi. Et oui, Platini on le critique, on dit qu'il ne sait pas défendre, qu'il a toujours le beau rôle, il attend les ballons. Eh bien pas du tout, et il l'a encore montré l'autre soir à Old Trafford qu'il savait également défendre et mouiller son maillot. Ici c'est un bon tir arrêté par Gary Bailey relativement facilement, vous l'avez vu, c'était un tir de Boniek. Centre de Davis, Stapleton qui remise bien pour McGrath qui a trop tardé et qui est contré du bout du pied par encore Michel Platini. Il y a tout de même des actions pour la Juve avec ce coup franc de Boniek, toujours en première mi-temps. Le point de Bailey, Chira, il y a une faute de Davis, l'arbitre ne le signale pas et Chira n'est pas content. Alors il commet une faute à son tour, ça c'est pas vraiment gentil, mais M. Kaiser aurait dû siffler la première faute. C'est vrai, enfin pas de problème pour Davis. Encore Platini a lu cette fois avec Moses. Et là, regardez l'engagement des Anglais, c'est terrible. Ils se taclent eux-mêmes entre Duxbury et Moran.
Et c'est à la suite du même genre d'action d'ailleurs que Manchester va marquer un but un peu tiré par les cheveux, un but en force, Whiteside, ça va de tous les côtés finalement. Il y a de la chance dans l'air puisque c'est Davis qui récupère ce ballon et qui marque dans le but vide. Un but partout après 35 minutes de jeu, but de Davis donc qui avait remplacé Guidman. Regardez un long centre d'Albiston. Là, Brio est piégé. Normalement, il aurait dû reprendre ce ballon de la tête. Whiteside est contré une première fois par le gardien Tacconi. Gentili a levé le bras pour signaler un hors-jeu. On se demande bien pourquoi. On le revoit d'un autre angle. Et c'est le 14. Non, ce n'est pas Johan Cruyff, mais Davis qui marque. Un partout et toujours Manchester qui appuie, marqué avant la mi-temps. Un tir, cette fois arrêté encore facilement par Tacconi. C'était un tir du numéro 4, Moses. Ce n'est pas terminé. Stapleton, Duxbury. Déviation de Whiteside et finalement une reprise acrobatique. Vous allez la voir. Une tête de Stapleton. Voilà, en avril, ne te découvre pas d'un fil. Tous les joueurs turinois étaient pratiquement sur cette action. Gentile, toujours ses mauvais gestes, coup de coude. C'est dans ce... Il avait d'ailleurs fracturé la mâchoire, vous le savez, de Bastrup en finale de la Coupe d'Europe des clubs champions. Et pour la première fois, à la 43e minute, Platini en position de tir. Mais il a été contré à la mi-temps. Le score est de 1 partout, un bon résultat pour la Juventus. But de Davis à la 35e minute, c'est lui. But de Rossi à la 15e minute pour la Juventus, c'est l'autre. Nous sommes maintenant en deuxième période avec un coup franc pour Manchester. Platini qui dégage comme il peut dans sa surface de réparation. Ballon récupéré relativement facilement par Albiston qui danse pour Davis. Albiston va se placer. Davis préfère tenter sa chance. Tête de Chilea et Whiteside qui pousse Tacconi dans le but. Mais Tacconi, ça ne le fait pas rire du tout. Il n'est pas content, c'est normal. Finalement, il n'y aura pas de dégâts. En revanche, là, il y a des dégâts. Voilà, Boniek qui s'écroule. Victime encore d'une canette, comme à Nancy. Sur le côté, on le revoit au ralenti. Boum, sur le côté gauche. Il y en a une deuxième qui va arriver. Heureusement, qui le loupe. Ce n'était pas un tireur d'élite. Boniek pourra regagner sa place. D'ailleurs, on le revoit ici à la lutte avec les défenseurs de Manchester. Cela ne va pas changer grand-chose au match. Si, enfin, quand même un petit détail. Boniek, qui n'est pas complètement fou, ne tirera plus les corners de ce côté. Hein? Allez, mon pote, arrange-toi avec les hooligans. Bon, un partout, ça ne fait pas les affaires de Manchester. Et la Juve est bien près de marquer un deuxième but sur cette action. Encore une erreur de Hogg qui voulait passer en retrait, qui a complètement raté. Rossi, attention, maintenant il va se faire rejoindre. Il est obligé de tenter sa chance de l'intérieur du pied. Il visait le camp opposé. C'est bien fait. Et avec les belles caméras de la BBC, vous allez vous régaler. Regardez cet angle, il est superbe. Et Garibelli qui est revenu sur sa ligne de but. Et hop là, c'est un chat, Garibelli. Il a pu détourner ce ballon. Manchester fait le forcing. On remet dans le paquet. C'est une tête de McGrath, mais Tacconi était lobé. La transversale également. Donc, pas de but. Toujours Manchester avec Moses et McGrath qui ont vraiment très bien joué dans notre jeu. Une erreur là d'un défenseur italien. Toujours McGrath qui était dans le coup, le numéro 4. Oula, mais il prend des risques là avec Tacconi. Moses. Un relais avec Stapleton, Boniek qui commet une faute, encore Moses, Whiteside au premier poteau, non le filet a tremblé mais là aussi du mauvais côté, de toute manière Tacconi avait bien bouché l'angle, on va alors la revoir au ralenti cette action car elle est quand même très importante, vous voyez Boniek qui est piégé par Moses, beaucoup plus vif sur cette action et Whiteside du bout du pied gauche. Manchester mériterait quand même de marquer un but à cet instant de la partie, peut-être sur cette action avec Stapleton qui ouvre bien sur la droite pour Davis. McGrath, Whiteside et finalement Stapleton, et oui, qui veut mettre en force et son tir est renvoyé par le ballon, à la suite de son tir renvoyé par la transversale, il s'en veut Stapleton, il a raison, vous voyez d'abord cette tête de McGrath, restait plutôt un coup d'épaule, Albiston en fait qui veut talonner, pas Whiteside et finalement Stapleton, c'était l'occasion la plus valable dans cette deuxième mi-temps. Oh, il y en a une sur le corner qui suit, regardez, tête de McGrath et Moran qui rate derrière la déviation d'un cheveu. Davis qui combine avec Albiston. Tête de McGrath. Chira qui dégage du bout du pied. Davis, Platini qui s'est trompé de côté. Tacconi qui dégage du point. Mais il y a beaucoup trop de monde et au ralenti, eh bien, on se rend compte que Gentile sera toujours Gentile. Vous le voyez un petit peu au centre de votre écran. Le ballon, il ne s'en occupe pas du tout. Stapleton est là.
Et il va même donner un coup de coude à Stapleton, qu'on ne verra jamais d'ailleurs, bon, on ne voit pas, c'est pas grave. Alors voilà, c'est la fin de la rencontre, les joueurs rentrent dans les vestiaires. Regardez Gary Bailey, il est au centre là-bas en maillot vert. Alors évidemment, il y a de quoi être déçu, bon, il manquait 3 joueurs, il peut chercher des excuses, eh bien pas du tout Gary Bailey, eh bien lui, il se fend la pêche. Et il a bien raison, car il y a des choses plus graves, ils ont tout essayé sur le terrain, ça sert à rien de pleurnicher maintenant. Et puis il y a un match retour, et vous savez que dans les matchs retour, les Anglais n'ont pas vraiment peur, même s'ils sont à l'extérieur, ils attaqueront. Mais enfin, c'est un bel exemple de lucidité, car vous savez, il y a toujours un environnement détestable à ce stade de la compétition, même en championnat d'ailleurs. Il y a des joueurs qui craquent moralement, c'est pas le cas des Anglais et pas de Gary Bailey. Voilà. Est-ce que vous allez finir? Non, oui, attends, Michel. Ah bon, et maintenant le point des Coupes d'Europe avec Frédéric Jaillant. Oui, on va enchaîner avec la Coupe des Coupes, puisque Manchester United contre la Juventus, c'était la Coupe des Coupes. Et tout d'abord par le match Porto-Aberdeen, les Portugais de Porto jouent en maillot rayé. On va les voir apparaître sur l'écran après ce panneau. On va même les voir tirer un corner. C'est parti, on joue depuis un quart d'heure de jeu et but pour Porto de Gomes, l'avant-centre. Ce sera le seul but du match. Porto a donc battu Aberdeen par 1-0. Et ce but de Gomes, eh bien, on va le revoir au ralenti et on va pouvoir apprécier la talonnade au premier poteau d'un joueur portugais. Gomes n'a plus qu'à prolonger de la tête. Après la Coupe des Coupes, la Coupe des clubs champions avec ici un numéro 10 qui s'appelle Chirico. C'est lui qui pour Rome remplaçait Falcao, le Brésilien blessé. Rome jouait à Dundee. Chirico va récupérer le ballon. Un centre du pied droit pour Graziani, tête qui heurte la transversale. Ce fut le tournant du match car en deuxième période, les Écossais firent la différence. Tout d'abord par leur ailier gauche, il s'appelle Dodds. Après 48 minutes de jeu. Et 1-0 pour Dundee United. Puis 2-0, 10 minutes plus tard, un but qui va être marqué de 30 mètres d'un bon tir du gaucher Stark. Pour un gaucher, c'est pas mal. Et 2-0 donc pour Dundee qui bat Rome. Liverpool-Bucarest maintenant, superbe occasion pour les Roumains, mais Augustin a tiré sur le poteau et vous allez voir que le match a été intense à Anfield Road. Sur la contre-attaque, Kennedy, l'arrière-gauche, repart, ballon au pied. Il va traverser une bonne partie du terrain, il va servir sur la droite Johnston, lequel va se rabattre. Ou plutôt tiré, il marque et non, mais il s'en est fallu de bien peu et finalement ce but Liverpool va le marquer encore grâce à Kennedy, centre et reprise de la tête de Samili. 1-0 pour Liverpool, ce sera le score final, un avantage un petit peu léger avant le match retour à Bucarest. La coupe de l'UEFA maintenant, penalty en faveur de Tottenham qui jouait à Split en Yougoslavie. Penalty raté une première fois par Falco. Puis une deuxième fois, il faut dire que le goal yougoslave joue bien le coup. Mais la troisième pour Falco sera la bonne. Alors après le ralenti, la même action à vitesse normale pour l'ambiance. Et oui, après la tempête, le calme, mais le public yougoslave va tout de même pouvoir se consoler en deuxième période. À la suite d'un corner, Split va d'abord égaliser par Goudel, mais ce fut dur. Puis les Yougoslaves vont finalement l'emporter grâce à un deuxième but, marqué toujours à la suite d'un corner par Pezic. Finalement donc, Split a battu Tottenham 2-1, et puis toujours en coupe de l'UEFA, mais on ne le verra pas, Nottingham Forest a battu Anderlecht par 2-0. Coupe encore maintenant, mais cette fois-ci Coupe de France. Cette semaine se disputaient les quarts de finale, le match retour. Didier Roustan, dans l'ensemble, la hiérarchie a été respectée. Et tout d'abord, vous nous parlez de Cannes-Monaco. Oui, tout d'abord, Cannes-Monaco, les Cannois y croyaient, battu 4-2 au match aller, mais vous savez qu'ils avaient mené au score 2-0, c'est quand même assez bon pour le moral. Et puis 2-0, c'était le score qu'il fallait pour se qualifier, ou alors 3-1, alors pourquoi pas. Et puis on se disait que Monaco avait peut-être le match de Bordeaux dans les jambes. Alors c'était la fête au stade de Pierre de Coubertin à Cannes, les gambettes, les majorettes étaient de sortie, il y avait beaucoup de monde, on n'avait pas vu autant de monde dans un match de football à Cannes depuis bien longtemps. Les drapeaux rouge et blanc, c'est la couleur des deux équipes, d'ailleurs, c'est pratique. Et puis les petits qui sont récompensés, les petits du centre de formation de la SCAN. Et voici les grands qui seront peut-être récompensés de leurs efforts un peu plus tard. Nous allons bien voir. Pour l'instant, Cannes joue donc en rouge et un petit numéro là de jonglage signé Patrick Révelli. Mais
Nous allons nous retrouver de l'autre côté du terrain avec Bellone qui mijote un petit coup avec Amoros. Va-t-il passer le ballon? Giacomo s'attend à un centre, il s'est placé de l'autre côté, pas du tout. Et finalement Krause a bien suivi, un but de toute beauté. Bravo donc à Bruno Bellone. 1-0 pour Monaco, ça va être difficile. Enfin, il faut marquer 3 buts et pas en encaisser un seul. Alors Kahn fait le forcing et sur cette déviation, déjà Parodi n'était pas hors jeu, mais le juge de touche a levé son drapeau. On a bien revu cette action, il ne l'était pas plus que Patrick Révelli d'ailleurs, mais enfin, il ne faut pas se plaindre de l'arbitrage qui a été bon dans l'ensemble, même si là, on s'attendait quand même à un pénalty, une faute de Simon sur Patrick Révelli. Patrick Révelli qui n'est pas content du tout. Écoutez-le. Pour moi, ça fait aucun doute, parce que ce ballon, je peux le récupérer. Et Simon, peut-être malencontreusement, mais j'en sais rien, puisque c'est quand même un joueur de métier aussi. On ne sait pas s'il a fait involontaire ou volontaire, mais pour moi, il y a pénalty indiscutable. Vous savez qu'il faut que la faute soit volontaire. Effectivement, Simon involontairement glisse, c'est sûr, mais après, ne remonte-t-il pas au bon moment, puisqu'il est vu qu'il est battu par Patrick Révelli. Ça veut dire Hervé. Bon, enfin, de toute manière, ce n'est pas grave. Cela aurait été bien pour le suspense, qu'à un partout, on pouvait encore y croire. Mais Monaco, de toute manière, a été le plus fort sur l'ensemble des deux matchs. Cette qualification de Monaco est tout à fait méritée. Monaco qui attaque ici avec Amoros. Beaucoup d'occasions dans cette partie, de part et d'autre. Un match vraiment plein. Et Parodi va égaliser sur cette action. Non, Simon sauve encore sur la ligne. Décidément, il manque un petit quelque chose. Monaco, sans le danger, accélère à la suite de ce corner tiré par De la Montagne. Marque le but que vous avez vu en début d'émission. But signé Gingini qui a marqué 4 buts au total des deux matchs contre Cannes. C'est le bourreau en compagnie de Bruno Bellone. 2-0, c'est le score à la mi-temps pour Monaco. Mais Cannes ne faiblit pas, ne désespère pas et réduit la marque par Parodi. Regardez Patrick Révelli comme à ses plus beaux jours de la Coupe d'Europe avec Saint-Etienne. Va chercher comme un fou le ballon. Allez, on repart. Personnage très sympathique de notre football, Patrick Révelli, un battant, et puis dans le bon sens du terme. Mais Bruno Bellone et Monaco étaient trop forts. L'homme qui tire plus vite que son nom, mais il mérite bien le surnom qu'on lui avait trouvé dans Téléfoot, Bruno Bellone. Ses parents habitent à 200 mètres de là. Il aurait pu être cannois, cela aurait arrangé les affaires des Rouges et Blancs. Manque de chance, il est avec les Rouges et Blancs, certes, mais de l'AS Monaco. Cannes toujours accélère avec Bertucci, 4-2, et toujours Patrick Révelli qui va chercher ce ballon au fond des filets, mais enfin il y met un peu moins de conviction car la qualification de Monaco est assurée. Mais attention, cette égalisation du bout du pied, Patrick Révelli rate de rien. C'est vraiment dommage, d'autant plus dommage que Monaco va marquer en fin de partie par Uwe Krause. Il s'y reprend en 2 temps, mais vraiment un match de toute beauté. 2 matchs de toute beauté d'ailleurs. Le match aller était l'égal du match retour. On ne s'est pas ennuyé, mais Monaco était le plus fort. Écoutez Jean-Marc Guillouis, lui aussi est lucide. Finalement, on est éliminé contre plus fort que nous, c'est-à-dire Monaco, ce qui est normal, on le savait plus ou moins à l'avance. Mais que malgré tout, eh bien, on a joué avec un esprit conquérant et qu'on les a fait souffrir aux 2 matchs. Et la preuve, c'est qu'on leur a marqué à chaque fois 2 buts. Vraiment du très beau football de part et d'autre. Et si chaque fois il y avait ce genre de match en football, eh bien, les trésoriers de club n'auraient pas de souci à se faire, car on afficherait complet dans les tribunes. Et même si Cannes a été éliminé, le public était content et applaudissait les 2 équipes. Vraiment un beau derby. Là, on siffle, mais c'est l'arbitre. Ça, c'est la mode, que voulez-vous. Bon, on enchaîne avec Nantes-Mulhouse. Délicat pour Mulhouse, battu 2-0 au match aller et qui encaisse un but ici signé Loïc Amis à la suite d'une petite erreur là, de la défense. Mais enfin, ce lob, il fallait le réussir. Bravo donc à Loïc Amis. Nous sommes en 2e période. Et un but pour Mulhouse que l'on a attribué à Guesser à la 51e minute. Et puis là encore la défense qui ne sait pas trop. Ce ballon qui passe et puis qui va toucher les filets. C'est un but de Didier Six à la 63e minute. Il reste donc 27 minutes de jeu pour marquer 2 buts à Nantes. Pourquoi pas, mais il ne faut pas en encaisser. Et puis là, eh bien, les jaunes, ils vont marquer toujours à Miss. Un lob, c'est sa spécialité. Il fait ça tranquillement et pourtant c'est un geste très difficile à réaliser. Mais enfin, on sait qu'il s'agit d'un remarquable technicien. Loïc Amis. Bon, les carottes sont cuites. 2-2. Mais Mulhouse va attaquer jusqu'à la fin et pour satisfaire ses supporters, eh bien, donner la victoire grâce à Durkalic à la 81e minute. Bravo à Mulhouse qui a réalisé vraiment de très belles choses en Coupe de France. Et bravo à Nantes aussi, il fallait le faire puisque Paris Saint-Germain et Bordeaux s'étaient cassés les dents. Sur ce même Mulhouse, Laval, le Metz, on pensait que Laval qui ouvre la marque ici par Séné un peu par hasard, qui dévie un premier tir, que Laval était capable de remonter le handicap d'un but.
à la suite du match aller contre Metz et puis l'emporter. Mais le deuxième but de cette partie, il n'est pas marqué par Laval mais par Metz avec Hinsberger à la 40e minute. Et puis c'est même Metz qui va marquer un deuxième but et battre Laval sur son terrain. C'est quand même une surprise. Bravo aux Messins. 2-1 grâce à Kurbos. La fin de match sera un peu agitée. Il y aura 2 expulsions. Colombo pour Metz, Séné pour Laval. Mais la qualification de Metz est, paraît-il, tout à fait logique si j'en crois les confrères qui assistaient à cette rencontre. Match houleux à Toulon, à Mayol. Ici, on réclame un pénalty à la suite de cette faute de Huard sur Dib. Toulon joue donc en jaune. L'arbitre, dans un premier temps, eh bien, je crois qu'il va l'accorder, ce pénalty. Les Lensois ne sont pas contents du tout. Pourquoi? Parce qu'ils estiment que le juge de touche a levé son drapeau. Et oui, il avait levé son drapeau, le juge de touche. Et c'est vrai qu'au départ, eh bien, Bénédé était en jeu de position. Est-ce qu'il influençait vraiment l'action? Bon, c'est difficile à dire. De toute manière, ça ne sert à rien de s'en prendre aux arbitres. En tout cas, à 2 minutes de la fin, la surprise générale, et dans un silence de Muelte, eh bien, Xureb marque pour Lens. 1-0 pour Lens, c'était le score du match aller, mais pour Toulon, donc prolongation. Et dans les prolongations, à la 104e minute, dans la première partie des prolongations, eh bien, c'est Brisson d'une jolie tête qui trompe Vizcaino. Donc, à cet instant de la partie, eh bien, Lens est qualifié. Dans la deuxième partie de la prolongation, à 3 minutes du coup de sifflet final, les 3 coups, parce qu'il n'y a pas 36 prolongations tout de même, eh bien Paganelli est un petit peu poussé par un défenseur, je dis bien un petit peu, il en rajoute, l'arbitre siffle pénalty, tout cela est bien litigieux et les Lensois s'en plaindront. Et effectivement, but de Paganelli, mais Toulon est encore qualifié, ayant marqué le plus grand nombre de buts à l'extérieur. Il ne reste que quelques secondes. Coup franc de Paganelli, un renvoi de la défense, tout le monde est en défense, mais Chaussin réussit à placer le ballon hors de portée de Huard. Eh bien Toulon revient vraiment de loin. Quant à l'arbitre, M. Lartigou, il ne demande pas son reste, vous allez voir, il va vite partir pendant que tout le monde est sur la pelouse, car ça chauffait et Lensois n'était pas content du tout. Il est vrai que le pénalty, enfin sifflé à la suite de cette faute sur Paganelli, ne semblait pas vraiment très net. Le tirage au sort des demi-finales de la Coupe de France aura lieu cet après-midi dans Champion, l'émission de Michel Denisot. Ce sont les compagnons de la chanson qui tireront au sort. Alors comme ils sont 8, je pense qu'il faudra d'abord tirer au sort ceux qui tireront au sort. Hein, bon, Didier Roustan, ça vous amuse pas du tout. Ça m'amuse, mais je vous l'avais déjà dit avant. Alors. L'Olympique de Marseille remonte en première division. Et puis, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est l'événement de ce week-end. L'OM, un club au passé glorieux, 5 victoires en championnat, 9 victoires en Coupe de France, c'est le record absolu. Et bien avant de voir la rencontre Marseille-Thonon, Jean-Claude Juan nous présente cette équipe au passé glorieux, l'Olympique de Marseille, l'OM, comme on dit là-bas. Lorsque Jacques Lopez, à 2 minutes de la fin du match aller, marquait le but victorieux contre Lyon, on ne savait pas encore que par la suite, ce serait une nouvelle lutte pour la première place entre les deux Olympiques, celui de Lyon et puis l'OM. Mais samedi dernier au stade Gerland à Lyon, le but inscrit également à 2 minutes de la fin du temps réglementaire par Paco Rubio cette fois, assurait pratiquement l'accession de l'Olympique de Marseille en première division. Quel effet cela fait-il maintenant de savoir que l'on va monter pratiquement en division nationale? Pratiquement, oui. Bon, c'est pour l'anecdote, il y a 4 ans ici c'était un match de la descente. Aujourd'hui plus ou moins celui de la montée. Puis ça fait en tant que Marseillais, ça fait plaisir que l'OM remonte en première division avec le maximum de joueurs de Marseillais. Et pour l'entraîneur que vous êtes? Si on arrive à monter, ça sera ma première grosse satisfaction. Pour arriver au but fixé par les instances fédérales et les responsables marseillais après les diverses tribulations qui ont secoué l'édifice du stade Vélodrome, le recrutement s'est porté sur des joueurs chevronnés. Cette saison débute, il y en eut des bouts. Leur auteur, Boubacar, Olarivic, Rubio, Pascal et les autres. Il y a 2 mois de cela, l'ex-joueur du Paris Saint-Germain était pratiquement certain de l'accession de l'OM en division nationale. C'est encore très tôt de dire si on va monter ou on va jouer barrage. Je pense qu'il reste encore 7 matchs à jouer. Donc pour nous, c'est de tout faire pour essayer de remporter ces 7 matchs ou faire des résultats positifs pour monter en première division. Si Boubacar est le joueur plébiscité sur le terrain, l'ailier gauche yougoslave le plus célèbre après Josip Skoblar est également apprécié des supporters olympiens. Le redoutable trio d'attaque Boubacar, Pascal, Olarivic a permis à ce dernier d'être le spécialiste des coups de pied arrêtés.
Il y a 3 buteurs au sein de la formation marseillaise. Il y a Marc Pascal, il y a Sarr Boubacar et il y a vous. Alors est-ce que l'on peut se poser la question de savoir si l'OM va monter directement en division nationale? Oui, je suis persuadé que l'OM va monter en première division. Alors pourquoi ne pas revenir quelques 20 ans en arrière avec les commentaires d'époque et 3 générations d'Olympiens? Et c'est pourtant l'attaque parisienne qui va faire retentir les premiers coups de semence par Uvlaki d'abord, puis par Farias, et c'est Uvlaki bien arrêté par Morera. Par Farias, l'un et l'autre vérifiant la bonne forme actuelle du gardien marseillais Morera. Ici, une action de Sansonetti qui a tiré au but. Balle passée en retrait. C'était extrêmement dangereux. Varini, bien protégé, a pu contrôler le ballon et dégager. Comparativement aux autres années que nous avons eu en arrière, depuis les 2-3 ans que nous stagnons en deuxième division, cette année on a vu quand même quelque chose de bien. Nous avons eu de bons matchs et surtout du cœur de voir les gars qui se défoncent et ça fait plaisir. Il y a eu plusieurs, d'abord une camaraderie vraiment digne du passé et ensuite les petits qui ont formé l'Olympique de Marseille. C'est cela qu'on leur doit beaucoup. Pour moi, je me revois 20 ans, 25 ans en arrière, là, avec le même joie. Et ce maillot, je l'ai porté avec tant de joie et de bons souvenirs. Et oui, vous avez vu les anciennes gloires de Marseille, les Piranti, il y avait aussi Robin, il y a aussi Ben Barek, Morel, enfin des joueurs prestigieux. Mais pour monter donc en première division, il fallait que Marseille, hier soir sur son terrain, batte Thonon ou réussisse le match nul. Alors nous allons nous rendre au stade Vélodrome, où il y avait 35 000 spectateurs hier soir pour le sacre. L'OM en première division, il y a 4 ans que les supporters attendaient l'événement. Au début de la rencontre, Thonon jouait un peu les troubles fêtes, puisque ce n'est qu'à la 53e minute que Marseille réussit son premier but par Pascal sur un centre de Debono. Olympique de Marseille 1, Thonon 0. Vous ne verrez pas le deuxième but marqué par Boubacar, une panne de batterie, trouvez-vous, cela peut arriver même à Marseille. Marseille, dont la devise a toujours été droit au but. Corner, 70e minute, et Pascal, une fois de plus de la tête, marque Marseille 3, Thonon 0. Dix minutes plus tard, à l'origine de cette action, Olarevic. À Marseille, le danger vient toujours de la droite. Et c'est une fois de plus Pascal qui, de la tête, réussit le 4e but. 4-0 pour l'Olympique de Marseille et 3e but pour l'avancante marseillais Pascal. Le dernier but va être réussi par Boubacar. Devinez comment. De la tête, bien sûr. Sur un centre de Debono. Et l'OM va l'emporter par 5-0 contre Thonon. C'est bien sûr la joie. Marseille, 5 fois champion de France, 9 victoires en coupe. C'est un record, revient en première division. Boubacar embrasse la pelouse. Monsieur Borelli a fait école. Quant au capitaine Vraki, il jette ses chaussettes aux spectateurs. Bonjour l'odeur. Les résultats du groupe A, 35e journée, c'était l'avant-dernière, donc Marseille en première division. Nice gagne à Limoges 2-1, victoire précieuse pour les Niçois qui sont sûrs d'être barragistes maintenant. L'exemple du jour était Angoulême. L'OM donc premier avec 3 points d'avance sur Nice. 3e Lyon à 10 points, 4e Limoges à 11 points. Lyon ou Limoges seront barragistes, nous le saurons samedi prochain. Le groupe B maintenant, 33e journée. Toujours la course se poursuit entre le Racing Club de Paris et Tours. Les deux équipes ont gagné, 5-0, 3-0. Le Havre a battu Valenciennes, Restart a battu Reims et Dunkerque a gagné à Monceau-les-Mines. Au classement, Tours est toujours en tête, 51 points. Racing Club de Paris a 1 point. Le Havre a 4 points et est sûr d'être barragiste car Reims maintenant est à 8 points. Dernière journée, Tours va à Dunkerque et le Racing Club de Paris va à Châteauroux. Et supporters du Football Club de Tours, ne m'écrivez plus, ne faites pas signer des pétitions. Nous avions l'intention de faire un magazine sur Tours, mais les dirigeants de l'entraîneur n'ont pas voulu.
Maintenant, c'est Alain Chailloux qui nous a parlé d'un choc, Didier Roustan, que vous suivrez sans doute avec intérêt cet après-midi dans Champion, puisqu'il y a un résumé avec Frédéric Jaillant, championnat d'Italie, l'AS Rome contre la Juventus et le match au sommet. Rome a 3 points de retard sur la Juventus et notre correspondant à Rome nous présente cette rencontre qui, bien sûr, remue toute la péninsule. Ce calme étrange qui précède les tempêtes, car cet après-midi, je vous assure que l'ambiance sera différente, explosive. Le stade sera plein, 80 000 personnes. Il n'y a plus une place depuis déjà 10 jours. Tout a été vendu en un seul après-midi. Record des recettes battues, 6 millions de francs. 2000 policiers mobilisés pour éviter les ennuis. Les tifosi romains sont parfois un peu nerveux. En Italie, le football c'est une religion. À Rome, du fanatisme. L'enjeu du match est très important. En 83, c'est Rome qui a remporté le championnat. Cette année, la Juventus est en tête avec 3 points d'avance. Mais si Rome gagne, tout est remis en question. Et dans la capitale, ce sera alors du délire. Non, ce sera dur cette année. La Juve est une grande équipe avec de très bons joueurs. Tactiquement, elle est valable. Et en plus, elle a l'avantage d'avoir 3 points d'avance sur nous. Elle peut se permettre de jouer pour ne pas perdre. Sur un petit stade à la périphérie de Rome, l'AS Roma s'entraîne. Un entraînement bon enfant d'ailleurs, à commencer par la vedette de l'équipe, le Brésilien Paulo Roberto Falcao. Et le voici, il revient de son pays, sa jambe gauche le fait souffrir, il est allé la faire soigner. Jouera-t-il tout à l'heure? Rien n'est sûr. S'il n'est pas sur le terrain, c'est toute la tactique qu'il faut revoir. À Dundee, en Coupe d'Europe, son absence s'est fait cruellement sentir. Rome a encaissé 2 buts. Une absence qui fera en tout cas l'affaire de la Juventus, qui a gagné les 3 dernières rencontres, jouées à Rome. L'occasion aussi pour Michel Platini, qu'on dit en petite forme, de consolider sa place de meilleur buteur du championnat italien. Oui, alors, cet après-midi, Champion avec Liège-Bastogne-Liège en cyclisme et Jean-Michel Lelio. Ce soir, Sport Dimanche. Alors, rendez-vous dans Téléfoot dimanche prochain, mais à 8h45 pour un mini Téléfoot, car de midi à 1h, vous aurez quand même la joie d'avoir le pape pour la bénédiction Urbi et Orbi. À dimanche prochain, mais très tôt le matin, à 9h moins le quart.